Ce président-là utilisera tout moyen pour arriver à ce qu'il souhaite faire. C'est pas parce qu'il a gagné contre des mouvements sociaux qu'il a du carburant. Est-ce qu'il avait besoin, dimanche soir, de faire un conseil spectaculaire de défense parce qu'il y a un attentat tragique à Moscou? Bien sûr que non. Il a commencé son premier quinquennat en défonçant le code du travail à coups d'ordonnance. Il utilise tous les trucs et les ficelles de la manipulation d'opinion. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média et vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Vous vous préparez à regarder une nouvelle édition de Sans langue de Goua, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif face à un contradicteur et comme souvent elle est face à Paul Hellec, analyste politique pour Le Média. Au sommaire, un an après l'adoption d'une réforme des retraites qui avait mis dans la rue des millions de Français qui s'y étaient opposés vigoureusement, la Macronie poursuit son œuvre de détricotage des conquis sociaux des Français, notamment via une forte baisse des dépenses publiques et la réforme annoncée de l'assurance chômage. Le pouvoir est à ce point sûr de lui qu'il affirme par la bouche du ministre des Comptes publics que la question de la suppression ou de la réforme des APL n'est plus tabou. Alors que les crises internationales occupent la une de l'actualité, les acteurs du mouvement social, notamment les syndicats, sont-ils démissionnaires ou en pause? On en parlera. La Russie, les relations avec la Russie de Vladimir Poutine sont plus que jamais un sujet de politique intérieure en France après l'attentat sanglant signé par Daesh et qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes dans une salle de concert à proximité de Moscou. Les positionnements des uns et des autres, mais aussi les différentes théories du complot nous renseignent-ils sur l'état général de notre classe politique et médiatique? La mise en place du plan urgence attentat en France va-t-elle changer quelque chose dans la perception que nos compatriotes ont du chaos du monde actuel? On ouvrira le débat et on évoquera également la grève à la rédaction de La Provence, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé. Une grève qui s'explique par la mise à pied du directeur de la rédaction dont le tort aurait été de ne pas s'opposer à une manifestement gênante pour le pouvoir. Salut Françoise, salut Paul. Salut Théo, salut Paul. Salut à vous. Cela fait un an que la réforme des retraites, extrêmement impopulaire, a été adoptée au forceps par l'exécutif Macron-Borne et depuis, le pouvoir joue son avantage et multiplie les nouvelles initiatives antisociales, notamment en ce qui concerne l'assurance chômage. Le pouvoir entend faire payer aux Français le prix du ralentissement économique en Europe en procédant à un coup de rabot important dans le budget national. L'Europe traverse des difficultés économiques et un ralentissement de l'activité économique. La France est concernée, elle l'est, et il faut nous en réjouir, moins que nos voisins, moins que les Italiens, moins que les Allemands. Mais elle l'est quand même, et nous avons actualisé la prévision de croissance pour l'année 2024. Dans ce contexte-là, monsieur le président Kanner, quand vous avez moins de recettes, le bon sens veut que vous preniez des décisions pour adapter vos dépenses. C'est ce qui a été fait par le gouvernement, annoncé par Bruno Le Maire et assumé par l'ensemble des ministres. Ce qui est certain, c'est que la réponse qui est celle que vous proposez, nous avions eu l'occasion d'en débattre dans les projets de loi de finances, consistant à dire que la réponse doit être de créer des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires ou d'augmenter les impôts qui sont existants. Ça n'est pas la réponse de ce gouvernement. Françoise, est-ce qu'au fond, le pouvoir d'Emmanuel Macron profite d'une atmosphère caractérisée par un fort intérêt médiatique pour le fracas du monde et aussi d'une apathie des forces de mobilisation sociale pour faire avancer son agenda? Ah oui, les forces sociales, elles ont pris un coup sur la casquette. Quand vous êtes capable de mobiliser autant de monde, quand vous faites une unanimité syndicale, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ou 30 ans, quand vous levez un tel élan dans le pays, quand vous avez énormément de monde dans les manifs, qu'en plus de ça, les Français disent on vous soutienne, etc., et que vous atterrissez sur un 49.3 et un échec, je pense que oui, les syndicats ont pris un coup sur la casquette, véritablement. Alors, bien sûr, les syndicats restent combatifs. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vouent hégémonier la CGT. Je pense que la CGT est très puissante dans le combat. Elle signe aussi beaucoup d'accords d'entreprise. On n'en parle jamais. On pense toujours que la CGT, c'est genre les barbus bloqueurs qui mangent des merguez sur les piquets. Vous voyez un peu alors que la CGT est un vrai syndicat qui signe des accords en entreprise. Alors,
signe énormément, elle travaille beaucoup. Mais même la CGT paraît, comment dirais-je, pas dans l'inertie, parce que l'inertie voudrait dire qu'ils sont, comment dirais-je, la faute leur revient. Non, dans une sorte de blocage. Les choses sont bloquées en réalité, parce que ça ne prend pas. Un mouvement social ne peut fonctionner qu'à partir du moment où vous avez aussi l'étincelle du pays, l'étincelle du peuple. Et il n'y a pas cette étincelle. Il y a quelque chose... Je suis peut-être un peu présomptueuse, mais je pense que les Français se disent, bon, on attend que ça passe. C'est-à-dire, il nous reste encore, je vais être un peu, comment dirais-je, vulgaire, mais en gros, il nous reste encore 3 ans à tirer avec Macron. En gros, c'est ça, je pense, l'état d'esprit. Et attendons que ça passe. C'est ça le sujet. C'est même pas tant le fracas du monde. Non, je pense que véritablement, les Français ont acté que ce président-là, finalement, utilisera tout moyen pour arriver à ce qu'il souhaite faire, pour parvenir à ses fins. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous ripostez, vous cognez la tête contre un mur, et c'est ce qui s'est passé avec les retraites. Franchement, moi, tout l'an dernier, tout 2023, j'ai vraiment cru que cette fois, on tenait la victoire. Vraiment, il y a beaucoup de fois où j'ai dit non, mais cette fois, véritablement, c'est pas possible. Quand on est un grand pays démocratique, le gouvernement ne peut pas ne pas tenir compte d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Cette fois, oui, mais en fait, non. Et donc ça, je pense que les Français l'ont acté avec cette phrase aquaboniste, moi, qui me désole. À quoi bon, hein? De toute façon, il fera que ce qu'il veut. C'est ça qui est ancré, à mon plus grand désespoir, dans l'esprit des Français. De toute façon, cet homme-là ne fera que ce qu'il veut. Et donc, en réalité, le rouleau compresseur passe. Il va passer, on va finir le mandat d'Emmanuel Macron, les doubles mandats, dans un désastre social total. Tout sera à peu près détruit. Voilà, c'est un démolisseur, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui démolit, mais pas parce qu'il casse ses jouets, comme je l'entends, parce que c'est vraiment son idéologie. Hein. Emmanuel Macron ne croit qu'au libéralisme, il ne croit qu'au darwinisme social. Ce mot complètement écrasant quand vous êtes dans la merde et vous avez quelqu'un qui vous rappelle, qui vous explique qu'il faut s'émanciper par le travail, c'est inaudible. Voilà, c'est le darwinisme social. Les plus forts, en gros, s'en sortent. Les plus fragiles restent sur le chemin. On considère globalement qu'il y a 10% de la population, de toute façon, qu'on sauvera jamais. Donc, on fait 100, en gros. Et voilà, et on avance. Et les services publics doivent être rentables. Tout doit être rentable. C'est ça, le sujet. Et je crois, moi, que il y a une forme de sagesse populaire de l'opinion qui dit, bon, allez, encore 3 ans à tirer et attendons que ça passe. Il y a ce côté-là et essayons de préserver ce que nous avons, nous. D'autant plus qu'ils ont perdu beaucoup, les travailleurs ont perdu beaucoup en jours de non payés lors des grèves. Ça coûte cher. Oui, parce que le dire, mais c'est vrai, les médias mainstream, quand ils racontent les grèves, on a l'impression que les gens sont payés à faire grève. Alors Paul, est-ce qu'on peut considérer que le front syndical est encore groggy, dans le doute, en panne d'idées pour contrer le pouvoir après une grande mobilisation et une grande défaite, il faut dire le mot. La dernière grande démonstration de force, c'était les agriculteurs qui ne partagent pas, on va dire, la même sociabilité politique que les acteurs du bloc syndical. Bon, effectivement, le fait que la mobilisation contre la réforme des retraites s'est soldée par une défaite et que le mot doit être utilisé n'aide sans doute pas la capacité de mobilisation. Je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait de la résignation partout. C'est-à-dire que je suis d'accord, il y a une sorte de résignation potentielle chez un certain nombre de personnes, mais en vérité, je crois qu'au contraire, s'il y a des tensions extrêmement fortes et que l'état du débat est aussi à couteau tiré, c'est que justement, cette idée qu'effectivement, il faut se débarrasser de Macron et qu'à court terme, on n'a pas d'option, elle produit plutôt une attitude de rejet extrêmement massif du pouvoir et que du coup, les potentiels pour une étincelle ou quelque chose existent. La vraie question, c'est de quoi parle-t-on là ? On parle d'abord de l'assurance chômage. Assurance chômage ou des appels, on peut faire multiplier les exemples qui sont des endroits où, contrairement à la retraite, où il y a, si vous voulez, une sorte d'institutionnalisation du mouvement contre la réforme des retraites qui a été régulièrement une répétition des mouvements sociaux, une habitude qui a été ancrée. Là, on est sur des dispositifs, c'est beaucoup plus difficile. Sur l'assurance chômage, par exemple, on peut remarquer que la dernière fois, la bataille a été engagée de 2 manières. D'abord, principalement sur le terrain juridique. C'était des recours auprès du Conseil d'État qui avaient été déposés par un certain nombre de personnes. Et sinon, il y avait une mobilisation
qui était quand même, on va dire, mené plus ou moins par l'intermittence de l'emploi. D'abord les intermittents du spectacle, parce qu'ils connaissent parfaitement le système tel qu'il fonctionne, parce qu'ils ont eu beaucoup de fois à se mobiliser contre les réformes potentielles, et ensuite derrière suivi par certaines formes d'intermittence de l'emploi, parce qu'ils étaient particulièrement touchés. Moi, je travaille sur ça dans le cadre de ma thèse, donc j'ai bien vu qu'il y avait d'autres métiers, mais qu'en fait on était quand même concentré là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que du coup, sur l'assurance chômage, on va dire, depuis la fin des années 90, je dirais 2000, la difficulté d'avoir des mobilisations sur ce sujet est présente. Pourquoi ? Parce que on n'a pas réussi à institutionnaliser un combat sur cette question-là. C'est une question plus difficile. On a une division extrêmement forte des catégories populaires sur la notion de l'assurance chômage. Qu'est-ce qui va diviser, par exemple, les classes populaires progressistes qui votent à gauche, des classes populaires qui votent plutôt pour le Rassemblement national? C'est cette vision de la protection sociale filiants, en tant quoi. que... Mais oui, voilà, c'est l'adhésion aux théories de l'assistanat, c'est-à-dire à l'idée que l'allocation est là pour aider des gens qui ne travaillent pas, qui n'en ont pas besoin, et qui est là pour aider des gens alors que d'autres qui souffriraient plus ou auraient plus besoin sont évacués. Donc déjà, il y a on ne peut pas avoir 90% des actifs qui sont contre. Deuxièmement, c'est un sujet, on a perdu à gauche la notion politique qu'il y avait derrière ce type de système. L'assurance chômage, encore une fois, ça a été comme la retraite, un droit à la continuité du salaire. C'est comme ça que ça a été compris. C'est-à-dire on prend le salaire de référence et on le continue d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça l'ambition du programme communiste de sécurité sociale à l'époque, de retraite, etc. Et depuis que ça a été complètement désossé, on a enlevé un certain nombre de cotisations sociales salariées pour le faire. On a désinvesti les syndicats de sa gestion en vérité, puisque l'État a dit voici la trajectoire budgétaire. Le système paritaire budgétaire. a été décapité. En tout cas, ils ont dit voici la trajectoire budgétaire à Désossé, suivre. on Si va vous dire. n'êtes pas d'accord avec ça, on reprendra la main. Ce qui était un piège parce que les syndicats ne voulaient pas accepter un budget en baisse, parce qu'ils voulaient dire baisser les allocations, et du coup, l'État a repris la main. Donc effectivement, on a des difficultés là-dessus, et de manière générale, un dernier exemple sur ces difficultés, c'est que là, ce qu'on nous annonce, c'est un plan d'austérité massif, et je rappelle que ça a été difficile aussi de se mobiliser contre l'austérité. En vérité, dans la période 2008-2014, il y a eu un front anti-austérité. Et ça a été, entre guillemets, ça a pris du temps de se mobiliser, parce que c'est difficile d'expliquer aux gens, il faut se mobiliser parce qu'il y a des suppressions de postes, parce qu'il y a vous allez voir, on va voir les conséquences plus tard. D'ailleurs, une partie des gens ont découvert, quand l'hôpital a explosé, que c'était la conséquence de ces années-là. On était en anticipation, et sans la bataille sur la question de la dette grecque et la crise européenne qui avait eu post-2008, ça aurait été difficile de monter un front anti-austérité. Donc bon voilà, maintenant il ne faut pas désespérer, il faut voir quelles sont les initiatives. Oui, je suis là où je suis absolument d'accord avec Paul, c'est la difficulté de mobiliser sur l'assurance chômage, parce qu'on parle d'un droit personnel. Vous n'allez pas organiser des manifestations, c'est pas quelque chose qui est collectif, qui touche la vie des gens. Vous n'allez pas organiser des manifestations, des mouvements sociaux, même sur les APL, alors qu'on sait très bien que cette idée même de sucrer les APL, c'est quelque chose qui va être dramatique. On le sait très bien pour qui, pour les étudiants, pour les chômeurs, pour les précaires, enfin pour tous les gens qui n'ont déjà rien. Donc c'est impossible de mobiliser. Par contre, c'est vrai que notre expérience montre, peut-être moi un peu plus que Paul, étant donné mon âge, c'est que les mouvements sociaux, on ne sait jamais comment ils partent. En réalité, là, je suis en train de vous expliquer, a priori, le cadre est comme ça, c'est très compliqué. Les gens continuent d'accumuler de la rancœur et de la colère contre Macron, mais ils se disent on attend que ça passe. Voilà, c'est désagréable, c'est comme l'hiver au Canada, ça dure 6 mois et puis après c'est l'été. Donc je crois qu'il y a un côté comme ça. Mais en même temps, je dirais que on ne sait pas comment partent les mobilisations. Personne ne peut le prédire. Personne n'avait vu arriver les gilets jaunes, par exemple, mais véritablement. On n'a pas vu non plus les agriculteurs. Moi, quand je suis allé chez moi dans les Hautes-Pyrénées, je voyais les panneaux renversés, je disais oui, c'est sympa, c'est folklorique. Je discutais avec mes copains d'enfance, dont certains sont agriculteurs de montagne. Tu sais, vraiment, ça va pas, etc. On n'a pas perçu, on n'a pas capté avec nos antennes tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, nous ne savons pas. Mais ce dont je suis certaine, c'est que de toute façon, les mobilisations ne fonctionnent plus comme elles ont fonctionné auparavant, c'est vrai. Et ça pose aussi une question. Oui, et ça j'allais y venir. Ça pose aussi la question de ce pouvoir face à la rue. Et ce pouvoir face à la rue, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire aussi que quand vous avez 20 personnes éborgnées, des mains arrachées,
des centaines de blessés pendant les Gilets jaunes. Honnêtement, moi, je connais toute ma génération, on était fans de manifestations, mais il y a de moins en moins de gens. Les gens ont peur. Il y a aussi un niveau, comment dirais-je, il y a le niveau, la grève, ça coûte cher, et puis il y a le niveau de la peur, c'est-à-dire que finalement, ça a vraiment pénétré dans le cœur des citoyens français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être blessé, c'est dangereux d'aller en manif. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans ce pays. On ne va pas recommencer le préfet Grimaud, mais c'est la vérité. Même mai 68 a réussi à être géré. Dans ce pays, jamais dans ce pays, on avait pu avoir cette petite musique intérieure, cette petite voix qui vous dit... On a peur. Le niveau atteint avec les Gilets jaunes. Les manifestations contre la colonisation d'Algérie. Non, mais ça, c'est autre chose. Avec les gens qui passent par-dessus les bien qu'on fout à la scène, c'est ce que je veux dire. Ça dépendait qui manifestait. Non, je suis d'accord avec toi, mais Paul, honnêtement, dans ce pays, il n'y a quand même pas eu cette petite musique. Je suis d'accord. Il n'y a pas une généralisation, disons. Les jeunes ont véritablement, vraiment, nous ont fait basculer dans quelque chose d'assez effrayant. Donc finalement, les victoires, les défaites du camp social, les défaites relatives, parce que les Gilets jaunes, c'est pas une défaite à 100% comme le mouvement des retraites. Donc ces victoires accumulées, c'est une sorte de carburant pour le pouvoir qui se dit qu'il a les moyens politiques aujourd'hui de poursuivre sa logique. Qu'est-ce qui peut arrêter je vous pose la question et puis Paul répondra. Qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui le rouleau compresseur Macron? C'est-à-dire que tous les trucs et les ficelles de la Constitution, il les utilise. D'accord ? Il utilise tous les trucs et les ficelles de la manipulation de l'opinion. Excusez-moi, est-ce qu'il avait besoin, dimanche soir, de faire un conseil spectaculaire de défense parce qu'il y a un attentat tragique à Moscou? Bien sûr que non. Donc, nous sommes dans la manipulation de masse, véritablement. Il joue très bien avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, qu'est-ce qui peut arrêter Macron aujourd'hui? Expliquez-moi. Les élections européennes, même s'il prend une torgnole, de toute façon, il retombera sur ses pattes. Il n'y a rien, et c'est pour ça qu'il faut se sortir de ce carcan de la Ve République. C'est plus possible de continuer comme ça. Moi, je n'ai pas de réponse à la question de qu'est-ce qui peut arrêter Macron. Je pense que, en fait, c'est pas parce qu'il a gagné contre des mouvements sociaux qu'il a du carburant. Je pense que c'était son programme, que c'est sur ça qu'il a été élu. Il a commencé son premier quinquennat en défonçant le code du travail à coups d'ordonnance, ce qui était à la fois un marqueur de j'utilise la Constitution de façon autoritaire et deuxièmement je vais m'attaquer au cœur des acquis sociaux, et que ça a été sa feuille de route depuis le départ. De fait, la pandémie, les mouvements sociaux ont empêché l'habitude qu'on avait du rouleau compresseur, particulièrement lors du premier quinquennat où il avait une majorité très facile, et on en a commenté ici beaucoup de fois, les difficultés de sa majorité qu'il a mis du temps à avoir avec la droite finalement. Mais donc la question c'est plus pourquoi cet agenda-là maintenant. Et donc effectivement, je voulais juste dire un truc peut-être sur les appels là, parce qu'ils disent on peut-être couper les appels. Ce qui est intéressant dans les appels, c'est que ça montre vraiment que le pouvoir veut tout raser. Dans le sens où les APL, ça n'a pas été... Ils se contredisent, les uns disent oui, les autres disent non. Oui, mais bon. Ils ont déjà baissé des appels. Mais ce qui est intéressant, c'est que les appels, à la base, c'est pas une proposition qui a été proposée par la gauche comme l'assurance chômage. Ça vient de 1977. C'est une réforme Raymond Barre qui a pour but de arrêter l'aide à la pierre, à la construction massive de logements, et des logements sociaux particulièrement, et de fiscaliser la chose en aidant les individus. Et du coup, là, on voit bien que, par contre, ça a explosé, 6,6 millions d'allocataires, parce qu'en fait, les gens n'ont plus accès au logement. On a, au même moment, à la fin de à l'après-guerre, à peu près, à un moment, je ne sais plus, je crois, le début des années 50, on va enlever l'encadrement des loyers. Et en fait, c'est très idéologique. C'est-à-dire que, quand le capital est face à une question, il déplace ses contradictions. Et donc, du coup, on va arrêter l'aide à la pierre, on va mettre de l'aide auprès des ménages, et puis quand l'occasion sera la bonne, on va enlever. Et au fur et à mesure, on enlève. Pourquoi ? Parce que l'agenda, aujourd'hui, c'est la pénurie, l'état de pénurie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vrai. L'État français est riche, la France produit énormément, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une pénurie de droits et de ressources, parce que c'est la seule manière, de protéger les intérêts privés des plus gros, ce qu'on disait tout à l'heure, les plus gros, eux, ils survivent et les autres vont crever la dalle, et deuxièmement, c'est pour faire en sorte, encore une fois, d'aligner les intérêts des différents représentants de la droite. Parce que vous ayez le Rassemblement national, la Macronie ou LR, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut organiser la protection des intérêts des grandes féodalités économiques du pays, et que par contre, auprès des gens, il faut leur dire on n'a pas les moyens, on ne peut pas, et y compris lorsque c'est nécessaire, trouver un moyen de dire écoutez,
on va vous donner un petit peu, mais pour ça, il va falloir sacrifier d'autres gens. Et c'est exactement ça, la préférence nationale et tous les débats qu'on a eus sur l'alignement raciste de toutes les droites, à savoir dire, eh ben, écoutez, on est dans une situation de pénurie de ressources, donc ce qu'on va faire, c'est que les étrangers, tous ceux que vous assimilerez à eux, ils n'en auront pas. Justement, et comme ça, à propos de l'APL, je pense qu'une des propositions non retenues de la loi immigration, c'était de couper les APL, bien sûr. Oui. D'attendre un certain temps avant de donner les APL aux étrangers. Et là, maintenant, on parle des APL pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que les Français peuvent supporter l'idée que certains d'entre eux dorment dans leur voiture comme aux États-Unis? Parce que c'est ça. Ça va exploser. Il y a un baromètre qui est sorti. On est lundi, on enregistre cette émission. Il y a un baromètre qui est sorti aujourd'hui et qui est terrible et qui correspond exactement à la mécanique décrite par Paul et que je décris aussi de la manipulation véritablement de l'opinion. Ce baromètre, il dit que quand vous interrogez les Français sur quoi est-ce qu'il faut faire le plus d'économies, à une très large majorité, ils sont 62 ou 63% à dire sur les prestations sociales. C'est-à-dire qu'on a organisé la compétition jour après jour entre les pauvres, les moins pauvres, les plus pauvres, la classe moyenne, la classe populaire supérieure, la classe populaire inférieure, les précaires, etc. C'est une organisation, idéologique. Il y a, tout est... Regardez la façon dont le gouvernement a communiqué sur le déficit. Okay, on verra l'INSEE. Probablement que le déficit sera... tout dérape, etc. On a bien vu Gabriel Attal, Bruno Le Maire, une sorte de tragédie, Pierre Moscovici qui vient pour corriger. La réalité, c'est que la France est tout à fait solvable. C'est un des pays les plus solvables au monde. On prête encore largement à la France les yeux fermés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un pays puissant, la France. Nous expliquer que, oh là là, les caisses sont vides, il faut bien rembourser quoi. Mais qui va rembourser quoi qu'il en coûte? Donc, personne. D'ailleurs, moi, je suis pour qu'on ne rembourse pas, mais bon, parce qu'on peut ne pas rembourser la dette, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais je veux dire par là que regardez la façon dont l'opinion est travaillée, dans une espèce de ballet qui est toujours le même. Vous avez à Paris Match ce ministre anonyme qui lance son bal en décès sur les APL, et hop, derrière on fait un sondage. Et le sondage entraîne du débat, et le débat entraîne le possible dans l'opinion. Et c'est pareil, vous savez, c'est pour ça que je pense qu'il faut vite arrêter les bêtises. Emmanuel Macron a commencé là-dessus sur un éventuel changement de la Constitution qui pourrait lui permettre de se représenter. Vous vous souvenez de tout ce débat Raffarin, etc. Macron, Macky Sall, même qu'on... Non, mais je vous assure qu'il ne faut pas laisser partir ces choses-là. La façon de travailler l'opinion, elle est toujours la même. Répéter un mensonge 10 fois, ça deviendra une vérité. Et la réalité, si vous voulez, c'est que sur les déficits publics, sur le coup de rabot, c'est même pas un coup de rabot, c'est vraiment un étranglement. Eh bien, tout ça est porté par une communication extrêmement huilée qui est tout à fait démontable, toujours la même, mais qui n'est pas démontée, malheureusement, par les grands médias, nos amis. Ça se passe comme ça. Le Rassemblement national dit qu'il y a de la fraude. Et quand il dit de la fraude, en fait, il dit c'est les immigrés le problème. Les Républicains disent le Rassemblement national a raison, il faut couper dans les dépenses sociales. 1, parce qu'on dépense trop, ça c'est le discours bourgeois classique. Et 2, parce que quand même, c'est vrai qu'il y a de la fraude sociale et on ne sait pas trop, il semblerait que c'est les immigrés. Ce qui est en plus est faux. J'ai regardé la fraude sociale, il y avait un très beau cache d'investigation qui a montré que la plupart... C'était des professionnels de santé, etc. Mais personne dans ce débat n'a posé cette question. Et donc, du coup, La République En Marche, comme d'habitude, ils font la même chose. Ils disent, voilà, on va couper dans les dépenses sociales. L'État a un problème. Yael Braun-Pivet l'a encore dit ce matin. Oui, bien sûr, il faut couper dans les dépenses sociales, mais pas dans celles où l'État investit. C'est là où il y a de l'investissement. Enfin, on marche sur la tête parce que... D'ailleurs, on va écouter un extrait de ce qu'elle dit. Faisons bien attention, lorsque l'on regarde les dépenses de l'État, à ne pas toucher à celles qui produisent de la richesse. Concernant les dépenses sociales, effectivement, la question de l'assurance chômage est posée et il est légitime de se la poser aujourd'hui parce que nous avons considérablement réduit le nombre de chômeurs dans notre pays. Moi, je me déplace dans des départements. L'autre jour, j'étais en Alsace. On est à un peu plus de 5% dans certaines parties de ce territoire. Donc, on voit bien que
dans la plupart des cas, le chômage a baissé et donc il est plus facile aujourd'hui de retrouver un emploi. En tout cas, il est plus rapide peut-être de le faire. Donc il est légitime de se poser la question de l'indemnisation tout en travaillant sur la capacité que nous avons à accompagner les chômeurs à retrouver un emploi, formation, accompagnement professionnel. Et c'est ce que nous faisons avec la réforme de France Travail. Non, mais ce qui m'intéresse, j'ai vu ça sur Twitter et j'ai trouvé ça super. Je ne sais plus qui a dit. C'est marrant, les macronistes, puisqu'on parlait de ça la semaine dernière, il y a un seul domaine où ils disent que c'est la demande qui crée l'activité, c'est sur la question de la drogue. Dans tous les autres, ils vous disent que c'est pas le cas et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut couper les dépenses, il faut couper les dépenses. Donc vraiment, là, on est au cœur, encore une fois, du projet. Le projet, c'est de dire, pour que quelques-uns aient beaucoup, il faut que les autres n'aient rien. Et que pour ça, il faut faire porter sur qui le poids. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Bien sûr qu'il y a eu une intervention de l'État pendant la Covid, il y a eu des investissements pour pouvoir faire en sorte que l'économie reste en place. Mais il y a un moment où qui c'est qui va payer ? Ça n'est jamais les intérêts privés. Or, le fait que l'économie se maintienne en place, ça a profité surtout à ceux qui avaient quelque chose à vendre et à ceux qui avaient quelque chose à louer, etc. Charité, ce sont les grands intérêts qui ont profité le plus du maintien de l'économie française, même si on en a profité oui, tous. Oui, quand même, n'exagérons pas. On peut quand même rendre une bonne note au quoi qu'il en coûte. Oui, mais le quoi qu'il en coûte tous les pays de l'État-providence. À toute l'économie, et donc, d'un point de vue des proportions, ça a plus profité à ceux qui en avaient plus. Toujours proportionnellement, mais quand même, je veux dire, il valait mieux être pendant le Covid français, italien, allemand et espagnol qui ont pratiqué. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'était pas un cadeau pour les classes populaires, le quoi qu'il en coûte, c'était une manière de faire tenir l'économie française debout avec ceux qui en profitent plus et ceux qui en profitent moins. Est-ce que vous avez vu comment on parle là ? C'est intéressant de nous entendre parler, c'est-à-dire qu'on parle comme si c'était leur argent. Je voudrais quand même ramener toujours au réel les amis qui nous écoutaient. C'est notre argent en fait, c'est notre argent qui circule, c'est notre argent des impôts, c'est ce qu'on produit, etc. Je veux bien qu'on continue éternellement à taxer toujours le travail et jamais le capital, et c'est exactement à un niveau avec la flat tax, ce qu'on ne parle jamais, on parle toujours de l'ISF, mais personne ne parle de la flat tax dans ce pays. Le bouclier fiscal qui s'arrête à 15%, vous pouvez gagner des fortunes en bourse qui sont absolument pas imposées. Mais je voulais juste qu'on s'arrête une minute en nous regardant. Je me dis, mais rappelons que nous parlons de notre argent. Emmanuel Macron n'est pas le bon seigneur qui nous distribue des oboles, si tu veux, le dimanche à la sortie de la messe. C'est en clair là-dessus. On continue sur le prochain sujet. Un choc à la mesure de ce que la France a vécu lors des attentats du 13 novembre 2015. La Russie a été frappée en plein cœur vendredi dernier par Daesh, qui a revendiqué un attentat dont le bilan est de 137 morts au moment où nous enregistrons. En pleine guerre en Ukraine, pas grand monde se préoccupe vraiment du regain du terrorisme djihadiste. Vladimir Poutine pointe du doigt indirectement l'Ukraine. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. De leur côté, les Ukrainiens accusent plus ou moins ouvertement les services secrets russes d'être eux-mêmes derrière l'attentat qui a frappé leur pays. Forcément, ces théories croisées arrivent jusqu'en France. Comment l'expliquer ? Bon, d'abord, c'est pas la première fois que le FSB organise un attentat. Vladimir Poutine l'a déjà fait. Ça n'est pas le sujet. Là, je pense que non, c'est pas. Je pense que la réponse ukrainienne, elle est la réponse directe au discours de Poutine. C'est pas qu'il pointe implicitement, il accuse directement. Ils étaient en direction de l'Ukraine et il y avait une fenêtre supposément pour les accueillir en Ukraine. Vladimir Poutine, pas une seule fois, ne parle de Daesh, de l'État islamique au Khorasan. Pas une seule fois, il évoque ce que nous voyons tous et qui est la réalité. Daesh fonctionne toujours de la même manière, a revendiqué 2 fois cet attentat, a mis en ligne ses vidéos, tout ça est authentifié, on comprend très bien, ça n'arrange pas évidemment Vladimir Poutine.
hormis le fait qu'il a besoin d'un prétexte pour l'Ukraine, mais même lui, ça ne l'arrange pas sur le plan de sa sécurité intérieure. C'est quand même le type qui disait « j'irai buter les Tchétchènes jusqu'au fond des chiottes ». C'est l'homme fort qui tient la Russie. La réalité, c'est qu'il ne tient rien. Je veux bien qu'on puisse imaginer qu'il mette en scène un attentat, mais là, quel intérêt aurait-il? Ça montre quand même qu'il y a une faille sur la sécurité intérieure à l'EFSB qui est inimaginable. Cette salle de concert, moi, je connais ce grand... C'est pas une salle de concert, d'ailleurs. C'est vraiment... le quartier, c'est Boboland. On est à 15 minutes ou 20 minutes de la datcha de Poutine. Même pas 10 minutes. On est quasiment dans le quartier des ministères. On n'est pas... comment est-ce que ces terroristes ont pu rentrer? Il y a une faille. Donc, évidemment, non seulement Vladimir Poutine a besoin d'un prétexte, mais en a-t-il besoin vraiment d'ailleurs sur l'Ukraine? Mais la réalité aussi, c'est que cette théorie de l'État islamique, qui donc a pu faire des milliers de kilomètres, il faut bien se rendre compte, le Khorasan, pour arriver, alors évidemment c'est à Moscou, mais comment l'organisation est si bien menée que on peut frapper au cœur de Moscou. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité de... Pour moi, je pense que le roi est nu. Et moi, je crois aussi qu'il y a une question de politique intérieure. Il y a à peu près 20% de la population. Il y a 20 millions de musulmans, je crois, dans la Fédération de Russie. Alors évidemment, c'est pas du tout tous... Vous allez à Kazan, qui est une ville que j'adore. Vous voyez, c'est un islam extrêmement intégré, etc. Après, vous avez bien sûr, dans les républiques caucasiennes, un islam beaucoup plus radical. Et le Daghestan et les bataillons que fournit le Daghestan et le Tadjikistan en militant, en terroriste islamiste. Vladimir Poutine, c'est aussi un ennemi juré. Depuis l'engagement de Poutine aux côtés de Bachar el-Assad pour détruire Daesh, c'est un ennemi juré. Poutine a essayé de rééquilibrer. On voit bien, depuis le 7 octobre, il invite des représentants du Hamas, du djihad islamique palestinien au Kremlin, tenter de rééquilibrer dans ce concert du Sud global dont il serait le leader. La réalité, c'est que personne n'échappe à la frappe des terroristes islamistes, et pas plus lui que les autres. Donc, la théorie du complot, moi, ce qui me paraît complètement... Les théories, dans les deux sens, mais en France... l'Ukraine n'est pas restée... Mais en France... moi, je lis Philippot, si vous voulez. C'est évidemment... Je lis toute cette sphère-là, poutinolâtre, poutinophile. Évidemment, c'est Vladimirovitch, c'est son vrai nom, Vladimir Vladimirovitch qui a forcément raison. Bien sûr que c'est l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on est dans un déni total. Voilà, ça dit de notre société ce qu'on sait déjà. Voilà, il y a un courant à l'extrême droite, à la droite radicale, qui aime Poutine, qui aime Vladimir Poutine, qui n'arrive pas à dire du mal d'eux. Voilà, et puis pour le reste, attendons, parce que je pense que c'est une dangerosité. Quand le roi est nu, il devient encore plus agressif. Et moi, je pense que le roi est nu, en fait. Paul, il y a eu donc... c'est une situation où, disons, les théories du complot semblent préférables à la réalité, mais y compris en France, les acteurs du bloc central qui sont, disons, pro-européens ont considéré, certains analystes de plateaux télé ont tout de suite dit que c'était auto-administré un attentat, pendant que les autres en miroir disaient que c'était... Ça. Oui, ça n'a pas tenu longtemps, mais ça a été évoqué peut-être 2 fois. Moi, plusieurs fois, mais pendant une tranche de temps assez courte. Moi, j'ai bien observé. Parce qu'il y a Daesh qui revendique. Même des petits sauts périlleux, effectivement, sur les plateaux de BFM TV. En fait, le truc, c'est que la propagande de guerre est l'ennemi de la vérité et de la dignité. Pourquoi je dis dignité, c'est que c'est indigne ce que fait Vladimir Poutine. Il y a un drame, 137 de ses compatriotes sont morts et plusieurs centaines de blessés, et il utilise ça pour dire tout de suite, allez, on braque sur ma situation de politique intérieure, c'est pour justifier la guerre en Ukraine, etc. Bon, et de l'autre côté, effectivement, que ça soit les petits propagandistes de Pape Coty, des plateaux de télé ici, ou la réponse ukrainienne qui est sotte. Elle est idiote. Zelensky n'est d'ailleurs pas un homme tout blanc comme le fait voir en permanence la question. Mais c'est pas ça la question. C'est juste, est-ce qu'on peut sortir de ces bêtises et essayer de réfléchir à la question et de qu'est-ce que c'est que cet attentat et qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va advenir de ça? Parce que tout de suite, en dehors du fait qu'il a essayé Poutine d'accuser l'Ukraine pour pouvoir attiser une volonté belliciste contre l'Ukraine, derrière il faut regarder ce que ça crée dans la scène politique russe. D'abord, des discours sur le rétablissement de la peine de mort pour la question du terrorisme ou des attaques. Et deuxièmement,
l'idée qu'il allait falloir sévèrement s'attaquer à des immigrations qui viennent en fait des pays turciques, parce qu'un certain nombre d'entre eux, notamment le Tadjikistan, etc., ou le Turkménistan, pour des durées courtes, vous n'avez pas besoin de visa pour y aller. Vous avez aussi en plus, vous faites les boulots que voilà. les Russes, l'homo soviéticus ne veut pas faire. Vous allez à Moscou, c'est qui ramasse les poubelles, c'est les Tadjiks, je vous le dis tout de suite. Il y a plus d'1 million effectivement de personnes tadjiques qui habitent en Russie, et c'est ces personnes-là qui vont être les cibles immense de la répression. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que entre les démocraties libérales et le régime autoritaire de Vladimir Poutine, la réaction face au terrorisme, c'est la même chose. C'est utilisation d'un événement pour pouvoir renforcer le processus sécuritaire. Ce qui ne veut pas dire renforcer la question de la sécurité dans le pays. Ça, les réformes des services secrets, ils font ce qu'ils peuvent, etc. C'est très difficile dans la situation. La vraie question, c'est comment c'est utilisé, instrumentalisé pour avoir un discours raciste, un discours qui va permettre l'augmentation du niveau de répression politique. C'est exactement ça. Et effectivement, les opposants politiques. Je rappelle que quand même, la Russie a placé certaines organisations LGBT sur la liste d'organisations terroristes en Russie. Donc on marche sur la tête et voilà. Le problème étant aussi, je pense que ça avait un choc juste dans le débat français parce que en fait, on a oublié ce qui s'est passé. Une fois que le pseudo-califat qui avait été mis en place sur le territoire syrien et irakien a disparu, on a pensé que c'est bon, c'était fini, tout le monde a gagné, et puis c'est pas vrai, tout le monde parle de ça. La Russie a déjà été frappée, par exemple, par l'État islamique du Khorasan, ou ça, en Afghanistan, dans son ambassade, bien sûr. Il y a eu un attentat. On a parlé de ça aussi en Iran, lors des funérailles du général Qassem Soleimani. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe et comment cette organisation qui s'est décentré d'abord du territoire, on va dire, syro-irakien pour aller en Afghanistan, puis s'est battu contre les talibans à plein de reprises, entre 2016, on va dire, et 2018, va retrouver une stratégie non territorialisée, puisque finalement, même en Afghanistan, avec la reprise en fait de l'État par les talibans, ils n'ont pas réussi à s'entendre en fait. Et cette non territorialisation, c'est ce que craignent aussi les services de sécurité, puisque effectivement, c'est envoyer des commandos, frapper à l'étranger, et c'est encore une fois, on l'a vu, et malheureusement notre pays a l'expérience de ces vagues d'attentats. C'est très difficile de pouvoir maîtriser. Quand est-ce que ça va se passer, où, pourquoi, et de déjouer. Et vous savez, moi j'avais cours avec certains, à Sciences Po, je m'étais intéressé à ces questions-là avec des membres des services de sécurité. Ils disaient, le problème, vous savez, c'est que les attentats, en fait, tous ceux que vous déjouez, en fait, personne ne le sait. Parce qu'un succès est anonyme, il est discret. Alors bon, il y a de temps en temps des politiciens qui disent que voilà, on a déjoué ci, on a déjoué ça, mais la vraie question, c'est que quand c'est là, le drame est là, et là on parle de 137 morts. Mais justement, pour revenir à la France, Françoise, le plan urgence attentat a été mis en place. Est-ce que ça va modifier quelque chose dans notre perception je ne pense pas que ça va modifier. Les Français se sont habitués. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul sur le fait qu'on a oublié l'État islamique. Je crois que c'est tout à fait inoubliable. Bien sûr qu'il y a eu dans le débat public, oui, bien sûr. L'État islamique, c'est une organisation protéiforme. Les Français ont bien compris. Je pense qu'on est honnêtement le pays qui a été le plus touché par la barbarie islamiste ces 10 dernières années. Jamais un pays n'a subi ce que la France a subi en 2015. Charlie en janvier, Bataclan en novembre, le 14 juillet Nice, l'assassinat du père Hamel, je ne sais pas. Mais donc ça veut dire aussi, et là on va se rejoindre avec Paul, ça veut dire que les Français ont un entraînement, comment dirais-je, une acuité et presque une résilience par rapport à ça. Les Français savent très bien que la menace islamiste est là. Ils le savent. Tous les Français, quand vous les interrogez, ils attendent the big one. Ils se disent, à un moment donné, on va encore frapper. Tout le monde a les yeux. Je suis assez d'accord avec ce que dit Paul sur les gens du renseignement. C'est vraiment un métier extrêmement ingrat, passionnant, mais ingrat, parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Et j'en discutais avec un, justement, la semaine dernière. Il disait, pour nous, tous nos regards sont tournés vers les Jeux parce que vous envoyez un drone. Parce que vous envoyez un drone d'un toit. Est-ce qu'on peut sécuriser tous les toits de Paris? Vous envoyez un drone d'un toit, charge explosive, en 4 secondes, il fait tout sauter. Est-ce que vous pensez qu'on peut intercepter des drones comme ça? Donc, nous sommes en alerte permanente. Nos services sont en alerte permanente. Les services, d'ailleurs, occidentaux sont en alerte permanente sur le danger du terrorisme islamiste. Ce que je reproche
Comment dirais-je ce que je reproche? Alors, je sais très bien que c'est une question d'agenda parce qu'Emmanuel Macron s'est envolé pour la Guyane et qu'ensuite il enchaîne avec le Brésil et qu'il fallait aller vite. Mais cette spectacularisation permanente, cette mise en scène permanente, cette folie médiatique permanente qui consiste à comment dirais-je, à promouvoir tout de suite, je suis là. L'attentat a eu lieu au Crocus City Hall Center, à Moscou, le dimanche soir. Paris est en état et on explique parce que nous sommes en danger. C'est pas la peine. Nous savons que nous sommes en danger. Nous savons que le risque est élevé. Nous le savons. Encore une fois, je suis sidéré qu'il n'y ait aucun recul, même dans les commentaires médiatiques, il y en a très peu, sur la manipulation de l'opinion. Avec cela, nous avons eu le Conseil de défense pendant le Covid, c'est infernal. Hein, ça a duré, il en a fait 17 conseils de défense. En gros, il n'a pas eu, comme il n'a pas obtenu les pleins pouvoirs du président du Conseil constitutionnel, en gros, il a tout géré tout seul avec 3 ministres. Voilà. Nous avons eu le Conseil de défense pendant le Covid. On ne va pas recommencer. On a déjà l'Ukraine. On sait bien ce que cherche Macron, l'effet drapeau. On sait très bien ce qu'il cherche. Et d'ailleurs, ça marche un peu dans ses sondages. Il arrête au moins l'hémorragie de son électorat sur les européennes, si on regarde les derniers sondages. Mais de grâce, les Français ne sont pas des idiots. Nous savons, parce que nous avons payé dans notre chair, plus que quiconque, nous savons ce que veut plus dire... que quiconque en Occident, parce que le terrorisme djihadiste, mais bien sûr, mais il tue beaucoup il plus. tue en Afrique, mais bien sûr. Boko Haram. Je parle de bien sûr, évidemment, pardonnez-moi. En tout en cas, Europe. en Europe, en tout cas, mais même aux États-Unis, même en Amérique latine, honnêtement, quel est le pays qui a le plus souffert dans sa chair avec des choses... Enfin, Bataclan, on s'en souviendra toute notre existence. On sait tous ce qu'on faisait le jour de Charlie et ce qu'on faisait le jour de Bataclan. Donc, j'en veux à ce gouvernement d'instrumenter cette peur à nouveau, cette anxiogénité. Pardon. Moi, je vais très vite, mais moi, ce qui m'inquiète dans ces sujets-là, c'est que, bon, de fait, il me semble, et ça, c'est mon avis personnel, que nous n'avons tiré absolument aucun bilan de ce qui s'est passé à la séquence. Ce que je comprends, c'est que, suite au fait qu'il y ait des attentats extrêmement meurtriers en France, l'émotion a été extrêmement vive et que c'est des moments où, quand l'émotion s'empare de la politique et de l'analyse, des fois on fait des erreurs. Et je peux comprendre qu'il y a un moment où on dit il faut réagir. Mais je pense qu'à l'époque, on a loupé vraiment l'analyse de la situation. On a désigné le terrorisme pour la monstruosité qu'il est, le terrorisme islamiste, mais on n'a pas voulu voir d'où ça provenait. Pourquoi des États faillis dans le monde, comme la Libye, comme l'Irak, que le monde occidental a détruit, peuvent produire ça. Moi, je suis pas sûr. On a beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé, mais j'ai pas l'impression que dans la scène politique, ces questions-là se sont posées. Deuxièmement, et je vais continuer là-dessus, c'est qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose le problème que derrière, sur la question de la lutte contre le terrorisme, il y a un équilibre extrêmement difficile à tenir entre la question de la liberté, des libertés politiques, des libertés publiques et de la sécurité des individus à assurer. Et ce que je vois, c'est que les pays européens ont systématiquement tous mordu la ligne et ont utilisé, instrumentalisé, comme on disait, le terrorisme pour régler leurs comptes avec la démocratie libérale. C'est ça la situation. Et donc du coup, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que voilà, on est dans une optique où c'est la seule marche en avant qui se pose. Le régime de Vladimir Poutine va utiliser à des extrêmes de répression fous, et que tant qu'on n'aura pas, je veux dire, des analyses un peu plus fines de ça, on va être condamné à répéter ça, et j'allais dire même, c'est encore plus stupide, on va jouer encore une fois dans le jeu des théoriciens, de ce genre d'attaque. Vous pouvez regarder, il y a un terroriste qui s'appelle Al-Souri, qui a écrit en 91 un bouquin qui s'appelle Pour un djihad global et mondial, et en gros qui parle de mondialisation du djihad, parce qu'il dit il faut taper l'Europe, c'est le ventre mou de l'Occident, c'est pour ça qu'à l'époque, etc. Et là, il s'avère que c'est effectivement la Russie qui est sur le front de l'Ukraine, qui est sur qui était à portée de l'État islamique, qui s'est réfugié. Donc Khorasan, c'est donc en Afghanistan et dans la région sud-est de l'Iran. Mais systématiquement, ces mécaniques-là, je pense que ça nous amène vers une éternelle répétition, et il faut se poser la question comment on va se sortir de ça. Et moi, je suis inquiet, en fait. Mais sur ça, pas sur... alors moi, je suis pas... Alors, j'espère qu'il va rien se passer de dramatique, mais je suis inquiet sur la compréhension et l'utilisation politique du sujet. Je pense qu'on a des experts qui font... Enfin, pas simplement des experts, des gens qui ont la sagesse et qui comprennent parfaitement ces mécaniques. Je parle dans la scène politique. Mais même sur la scène politique, je trouve que la classe politique s'est très bien tenue. Et je trouve en plus que les Français se sont très bien tenus. Je trouve que la capacité des Français à résilier, franchement, vous n'avez pas eu d'acte
actes anti-musulmans après les attentats. Après les attentats, non, mais par la suite, mais quoi, il y a eu une sorte de mouvement en retard, de crispation de la société. Inflation des perquisitions non, mais ça, c'est autre chose. illégales. Non, mais c'est les lois d'exception qui deviennent normales. Le cran de l'islamophobie sur le pays a explosé. Donc si, mais quand en même temps, ça gagne avec pas. un petit peu, Mais en même un temps, petit ça temps gagne de pas. retard. Ouais. Mais en même temps, ça gagne pas. Enfin, je veux dire, on peut considérer et continuer, ad vitam aeternam, mais en même temps, ça gagne pas. Au moment de l'élection suprême, ça ne gagne pas. Alors, ton coup de gueule. Ça reste à la porte. On va arriver à la fin de cette émission. Et ton coup de gueule, Françoise, concernait le journal La Provence et son patron, le milliardaire Rodolphe Saadé, par ailleurs repreneur de BFM, vendu par Altice et Patrick Drahi. Je fais une île comme ça, Paul, pour répondre. Moi, je suis extrêmement inquiète. Bon, évidemment, apparemment, le directeur a été remis dans ses fonctions, réintégré dans ses fonctions. Voilà, il y a un titre quand Emmanuel Macron. La grève, ça peut marcher. Quand Emmanuel Macron est venu à Marseille, et quand il est parti, La Provence a été justement, il est parti, mais nous on reste. C'était un mot de dealer en disant ok, c'est bon, il est parti. Ils ont mis ça en une. C'était un mot d'habitant, du quartier de la Castellane. D'habitant ou de dealer. En tout cas, il est parti. Ça pouvait être compris comme. Mais il est parti, mais nous on reste. Et il y avait dans l'article aussi des propos de dealer un peu moqueurs, etc. Alors là, c'est devenu branle-bas de combat. Apparemment, l'Élysée n'a pas apprécié. Coup de fil à Saadé qui possède. On sent que ça s'est fait dans ce sens-là. On suppose. On suppose. Alors, je veux dire, je veux pas faire de procès d'intention, mais sérieusement, tu as l'impression, tu vois quand même assez clairement comment ça tombe, si tu veux. Je vois pas Mélenchon, Olivier Faure ou Marie Toussaint appeler La Provence en disant je ne suis pas content. On a bien compris d'où ça tombe. Ce titre ne me convient pas. On voit bien d'où ça tombe. Voilà. Je suis assez inquiète de cela parce que voilà, Saadé va reprendre BFM. Vous savez, on va vite avoir le choix. On est maintenant coincé entre le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite. Ça, c'est le groupe Bolloré, en gros. Le débat entre tout et le débat entre toutes les nuances du macronisme. Et ça, c'est le reste. Après, il y a le média. Mais on peut pas faire aussi le débat entre toutes les nuances de la gauche. C'est ennuyeux. Mais on parle aux médias, il y a aussi des paroles de droite. Ouais, bah écoutez, d'ailleurs, une partie de nos amis historiques nous le reprochent. On a intérêt de le faire, vous voyez, parce que je pense que les gens, en réalité, contrairement à ce vers quoi on veut nous noyer, je pense que les gens adorent le vrai débat gauche-droite. En réalité, ils sont très preneurs de cela. Faire des débats entre toutes les nuances de gauche est aussi peu intéressant que de faire des débats entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite. Et voilà. Mais par contre, BFM, leader de la chaîne, est bien racheté par Saadé. Ça vous donne une petite idée de ce que vont être les élections en 2027. Paul, est-ce qu'un autre bollorisme est possible, un bollorisme de centre-droit, d'extrême centre, si on peut dire? Il est là. Non, mais soyons clairs, c'est grave, ce genre de pratique. Mais moi, je dois avouer que ce genre de cafouillage est assez jouissif pour moi. Parce que, soit c'est effectivement Emmanuel Macron qui pète un câble et qui, encore une fois, au nom de son ego et d'une réaction personnelle absurde, met dans la sauce le fonctionnement actuel de médias en possession de milliardaires. Soit c'est même pas lui, c'est Saadé directement qui réagit, c'est-à-dire qui fait de l'excès de zèle, et ça montre le mécanisme. Et en fait, je trouve que c'est rigolo. Pourquoi? Parce que moi, j'enseignais l'année dernière la sociologie des médias, et j'essayais d'expliquer à mes étudiants que ça n'est pas généralement le chef qui appelle et qui dit on fait pas ci, on fait pas ça, ça peut arriver, mais que la question c'est plus quels sont les mécanismes dans lesquels le fait que l'argent et l'information fonctionnent à l'intérieur ensemble, avec des logiques de marché, avec des logiques d'audimat, va produire des phénomènes d'autocensure, du zèle, etc. Et là, c'est même pas ça. Je suis obligé de retourner voir mes étudiants en disant bon, ouais, des fois, c'est juste le patron qui. Et ça semble tellement archaïque aux yeux des gens, mais en même temps, c'est tellement illustratif de ce monde-là, de ce monde des intérêts, où la question de la quête journalistique n'existe pas derrière la question de l'intérêt du monarque et du pouvoir. Et c'est assez triste. Mais c'est aussi, une problématique très française, le lien entre la presse et le pouvoir dans son historique, contrairement à d'autres endroits où c'est plus les milieux économiques qui ont créé la presse, comme dans le monde anglo-saxon. Oui, alors sur la presse et le pouvoir, c'est une spécificité française, mais je voulais juste dire à tous les gens qui nous écoutent qu'il faut arrêter de penser que c'est la presse qui fait les élections.
Pas du tout. Ça, ce n'est pas la presse qui fait les élections. François Mitterrand la en presse 80. fait l'agenda, quand mais même. non, mais François Mitterrand en 81, il a l'ensemble de la presse contre lui. Il perce le mur. Il faut bien comprendre que il faut se sortir de cette cette espèce d'idée. Donc les milliardaires investissent à perte alors? Non, ils investissent pas à perte parce que c'est très prestigieux. Et puis c'est des relais d'influence pour eux. C'est pas du tout le problème. Et puis c'est des industriels. Vous parlez de milliardaires industriels. Ce sont des gens qui ont de toute façon besoin d'avoir un bon lien avec qui dirige pour des questions aussi industrielles. Vous comprenez? Et quelle que soit la nature des gens qui dirigent, ces gens-là étaient je les ai tous vus moi dans le bureau de Hollande en 2012. C'est les mêmes. J'espère simplement que ce ne sera pas les mêmes dans le bureau de Le Pen si d'aventure elle était élue. Mais j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Les industriels ont besoin d'avoir des accords. Quand vous voulez reconstruire le port de Beyrouth, vous êtes obligé de toute façon d'avoir le blanc-seing de l'Élysée, quel que soit le locataire de l'Élysée. Donc c'est pas ce que je dis. Je dis juste aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas la presse qui défait les élections. Elle peut pousser, porter, mais quand il y a un élan, ça perce le mur. Ouais, elle ouvre le débat. On l'a bien vu comme ça a ouvert la fenêtre d'Overton du racisme dans ce pays. Mais effectivement, par rapport à des variables, c'est quand même aussi un produit médiatique. Mais bien sûr, Pas mais que. par rapport à des variables, comme le diplôme, le travail, la position sociale dans les rapports sociaux, l'expérience de sa vie, l'expérience de la discrimination ou l'expérience d'un licenciement, l'expérience de la pauvreté, l'expérience de difficulté ou au contraire l'expérience d'une vie aisée, sans problème, complètement en protection de toute difficulté, ou les deux. C'est ça qui compte, parce que ça c'est le réel, c'est ce que les gens vivent, c'est comment ils vivent et dans quelles conditions, et c'est ça qui joue les élections. Merci Françoise, merci Paul, merci à vous d'avoir regardé cette édition de Sans langue de bois. Restez sur le canal 350 de la Freebox et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et mettez des petits pouces en l'air. Le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment, comme vous. Si vous le pouvez, donnez-nous de la force en allant sur lemediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.